Merci à tous d'assister au webinaire sur le recrutement, donc 5 conseils pour un recrutement rapide et efficace en auto-école, qui va être animé par Mathieu Daller et Flora Hilardo, qui sont directeurs du centre Vauban Formation et qui sont également formateurs. Donc, merci d'être venus. L'ordre du jour, on va tout d'abord commencer par une présentation. Et ensuite, on verra un peu toutes les anticipations pour le recrutement et notamment une trame de questions présentée par Flora. Ensuite, l'aide financière que vous allez pouvoir trouver pour pouvoir recruter des enseignants de la conduite. Et enfin, quelques conseils pour que votre recrutement soit efficace et de qualité. Et on finira par les questions-réponses. Donc, je vais commencer par présenter les accélérateurs. Donc, c'est la communauté qui est 100% gratuite et dédiée aux professionnels du secteur auto-école. Donc, c'est une communauté qui va pouvoir vous permettre de vous accompagner au quotidien en vous fournissant du contenu pertinent sur le secteur qui bouge beaucoup, sur les actualités. On organise notamment beaucoup de webinaires. Donc, vous pouvez voir tous ceux qui sont en replay sur lesaccélérateurs.com. On a aussi un groupe WhatsApp et Facebook qui vous permet de rester connecté pour avoir toutes les dernières informations. Donc là, je vous invite à flasher les QR codes pour les rejoindre. Et on a aussi dans notre groupe WhatsApp une conversation qui est dédiée notamment à tout ce qui va être l'achat-revente. Donc ça peut être des locaux, ça peut être des véhicules double commande. On va sûrement en faire un aussi pour le recrutement, pour publier vos petites annonces. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre si vous ne l'avez pas encore fait ou à le partager aussi à vos collègues. Et je vais laisser le micro à Mathieu et Flora pour présenter le centre de formation. L'auto-école Vauban est créée depuis 1967, le centre est créé depuis 2011. On est formateur dans toute catégorie, voiture, moto, poids lourd. On fait du TPE CSR, on fait du CCS groupe lourd, CCS 2 roues, on fait de la formation marchandise, de la formation voyageurs. On est une équipe de 20 salariés. Et voilà, et moi j'ai les mêmes problématiques que les auto-écoles avec mes auto-écoles sur le fait d'avoir besoin de recruter pleinement, sereinement, et puis d'anticiper les temps de formation qui sont certes longs, mais pour valoriser notre profession aussi. Voilà, pour présenter un petit peu le centre, on travaille à deux avec Flora. Oui, individuellement, un petit mot sur nos qualifications peut-être. Donc, on est tous les deux BAFM, donc on forme les enseignants. On est BAFM toute catégorie, donc voiture, moto, poids lourd. Et pour ma part, j'ai aussi un diplôme de psychologue. Donc, pour le coup, je suis beaucoup intervenue, notamment sur la formation des masters en RH pour l'école Pigier, pour ceux qui connaissent. Donc, la thématique du recrutement, c'est un truc qu'on voit assez souvent et sur laquelle on a pas mal d'expérience pour le coup, puisque on recrute des candidats, on recrute des salariés, et donc c'est quelque chose sur lequel on intervient pas mal. On prend le micro en tant que Klaxo. C'est un logiciel de gestion tout en un qui va regrouper la pédagogie, la finance, l'administratif, le planning, etc. Avec pour but de libérer un maximum de temps pour les gérants d'auto-école, mais également les moniteurs, les secrétaires, mais aussi les élèves, fluidifier l'expérience afin que le temps qu'ils passent ensemble, ce soit purement pour de la pédagogie, de la réassurance ou de l'accompagnement, et non pas pour l'administratif et ce qui est devenu de plus en plus lourd dans la gestion de l'auto-école. Donc, on a mis en place beaucoup d'automatisation, on a pris ce que la technologie faisait de meilleur pour automatiser des processus de dépôt de documents, de paiement en ligne, de signature de contrats électroniques, tout ça. Et on a gardé le meilleur de l'humain, à savoir vous et votre pédagogie, votre expérience, votre savoir-faire, pour que vous puissiez la mettre à profit un maximum, soit prendre plus d'élèves si votre capacité le permet, soit travailler dans des conditions plus sereines. Et c'est le lien avec le webinaire d'aujourd'hui, c'est faire en sorte d'avoir des outils adéquats, des outils qui vont permettre à tous les utilisateurs, enfin à tous les employés de l'auto-école de bosser dans des conditions, encore une fois, avec des outils dignes de ce nom. Et donc, ne pas être contraint par un problème de mobilité, mais le fait de pouvoir l'utiliser sur mobile, le fait de pouvoir l'utiliser depuis n'importe quel ordinateur sans limite de connexion, enlever les tâches rébarbatives qui ne créent pas vraiment de valeur ajoutée pour justement être consacré à une gestion un peu plus poussée, notamment la relance des paiements en attente, lancer lorsqu'il y a un dysfonctionnement avec le code NEF qui ne remonte pas. Voilà, l'idée, c'est de se dire tout ce qui était basique et rébarbatif, on le délègue à Klaxo, et tout le reste, partout où l'élève a besoin de vous,
partout où la secrétaire ou les enseignants ont besoin de vous, eh ben, vous pouvez avoir plus de bandes passantes, notamment parce qu'on vous a fait gagner ce temps-là. Donc, les grandes briques de ce logiciel, ça va être le planning, comme je l'ai dit, la pédagogie avec le livret numérique, mais également l'évaluation, qui peut se faire en ligne ou avec l'enseignant, l'administratif, qui va regrouper tout, le contrat, etc., la finance. Et le grand avantage d'avoir toutes ces briques-là dans un seul et même logiciel de gestion, c'est que ça vous permet de croiser les informations et donc d'avoir un tableau de bord qui va vous permettre d'accéder, de piloter, de monitorer votre activité, encore une fois, avec plus de sérénité. Quand les informations sont à jour, à la bonne place, au bon endroit, ça vous permet de pouvoir avoir une vue d'ensemble, une vision plus fluide sur votre auto-école et donc sur sa gestion. Et ça se ressent sur le rapport que vous allez avoir avec vos employés, la secrétaire et les enseignants, comme je vous l'ai dit. Merci beaucoup, Pierre. Du coup, je propose qu'on passe à la première partie. Donc, Mathieu, je te redonne le micro. Sur cette partie-là, on avait noté 2-3 points sur lesquels il faut porter attention quand on recrute quelqu'un, notamment le rapport au travail du candidat. Ça peut être super important parce que quand on a quelqu'un en face qui a un rapport au travail qui est plutôt de l'ordre de bon bah voilà, je fais mon boulot, mais après je rentre chez moi et j'en attends pas plus entre guillemets. C'est un boulot qui pour moi est alimentaire par exemple, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre du plaisir. Ça peut être important d'avoir ce rapport au travail-là qui colle entre l'employeur et puis le futur salarié. Ensuite, on a parlé de compatibilité entre le profil du candidat et l'équipe. Je trouve que c'est hyper important d'intégrer l'équipe au recrutement du candidat, dans le sens où l'entente dans une équipe favorise le travail productif, favorise l'envie et l'implication. Donc, c'est clair que plus on est bien en poste et meilleur sera le rendement, le résultat. Et puis même, c'est quand même beaucoup plus agréable de se lever avec le sourire le matin que de longer les murs et de rentrer dans sa voiture en étant déjà pas bien en se levant. Donc, c'est pas très agréable. Donc, voilà, c'est important pour moi d'intégrer l'équipe, en tout cas au choix du profil. Il y a aussi cette histoire de compatibilité avec le type de management. Alors, je m'entends dans le sens où il y a des managements qui sont très verticales, c'est-à-dire qu'il y a un donneur d'ordre, il y a des ordres qui en découlent, et donc du coup, il y a directement une application des tâches, ou il y a au contraire des managements plus participatifs, une ambiance plus familiale. C'est important qu'il y ait une adéquation entre le profil qui est recruté et le type de management qui est en face. Dans le sens où vous avez des salariés qui, par exemple, n'aiment pas du tout le profil d'entreprise familiale, et c'est clair que ça va être compliqué de s'intégrer. Donc, ça va être difficile. Et à l'inverse, des gens qui seraient issus d'un milieu où c'était plutôt familial et qui attendent ce genre de proximité au niveau de l'entreprise, pourraient se trouver en décalage avec un type de management trop rigide. Voilà. Un dernier point, alors pour moi, ça c'est hyper important, tout ce qui va être valeur sécurité routière. Est-ce que la personne fait ce métier-là parce qu'elle a des réelles valeurs liées à la sécurité routière, ou est-ce que cette personne fait ce métier-là parce que c'était une opportunité d'emploi et que c'est un boulot comme un autre. Voilà, en fait, c'est un peu ça l'idée. Il ne faut pas oublier que ça reste quand même un métier passion. Ce n'est pas un métier où on devient riche. C'est un métier où forcément on aime ce qu'on fait, sinon c'est compliqué. Encore une fois, ça rejoint ce qu'on disait au tout début. Si on aime ce qu'on fait et qu'on est dans la bonne ambiance, on est en tout cas beaucoup plus facilement amené à donner le meilleur de soi. Et donc, du coup, dans l'idée, nous, ce qu'on utilise, que ce soit pour le recrutement des futurs stagiaires en formation professionnelle, ou que ce soit pour recruter des conducteurs de car, peu importe, quand on a des formations à faire rentrer, qu'on n'a que 12 profils à choisir, on utilise aussi des questionnaires de positionnement. Alors ça, c'est hyper intéressant parce que, alors, il y a plusieurs éléments qui peuvent en sortir. Déjà, vous avez déjà le regard sur la qualité de l'écrit, puisque là, pour le coup, la personne a le temps de réfléchir, elle peut s'appliquer. Donc, c'est plutôt agréable de voir un petit peu les capacités en termes d'écriture. Parce que c'est vrai que quand il y a un mail envoyé à l'après, c'est un peu compliqué s'il y a des fautes d'orthographe partout. Enfin, voilà, c'est un exemple. On a également un retour sur la réflexion qui a été menée, puisque là, pour le coup, il n'y a pas d'histoire de j'ai répondu trop vite parce que c'était à l'oral. Je suis à l'écrit, j'ai le temps de répondre. Donc, techniquement, la personne, elle a donné le meilleur d'elle-même sur la réponse à la question. Donc, c'est hyper intéressant de voir si, justement, en ayant donné le meilleur d'elle-même, ça correspond à ce que vous vous attendez. Et puis, la dernière chose, ça permet de garder une trace écrite. C'est-à-dire que, par exemple, dans les questions, la troisième question, par exemple, qui est notée sur la slide, c'est une question qui est simple et qui concerne un petit peu le rapport au travail du salarié. Des temps de jours d'absence, l'auto-école se réserve le droit de prendre des mesures. Qu'en pensez-vous ? Typiquement, c'est une question sur laquelle les gens devraient répondre. Oui, je trouve ça normal, des choses comme ça. Le fait de garder une trace écrite, ça montre bien, si jamais un jour dans le comportement, il y a un décalage,
ça montre bien que justement, entre ce qui avait été dit au départ et ce qui est fait ensuite, il y a un creux, quoi. Il y a des questions qui sont plutôt ouvertes, comme quelles sont pour vous les qualités indispensables pour exercer ce métier? Ça, c'est important parce que parfois, elles sont très différentes de ce que vous attendez. Par exemple, des gens qui vont vous dire, pour exercer ce métier, il faut être très patient. Pas forcément. Parce que quand on est trop patient, la problématique, c'est que les élèves, ils ne progressent pas forcément. Donc, il y a aussi ce côté-là à prendre en compte. Ensuite, il y a d'autres questions. De toute façon, ça reste une liste qui est non exhaustive. Les changements de planning de dernière minute. Donc là, ça mesure la capacité d'ajustement et la capacité de compensation en temps réel. Il y a des gens qui n'aiment pas travailler dans l'urgence, puis il y en a d'autres qui, au contraire, sont plutôt efficaces. Donc, en fonction de votre organisation, c'est des questions qui peuvent être intéressantes. Professionnellement, comment votre entourage vous décrirait? J'aime bien cette question-là parce que pour le coup, là, on est dans les valeurs qu'est-ce qu'on dirait de moi? Ça permet de se poser une question en dehors de ce que nous-mêmes, on pense de nous. Donc, c'est plutôt intéressant. Et puis, quand je disais tout à l'heure que c'était important de faire attention au savoir-être, c'est dans le sens où le savoir-être, c'est quelque chose qu'on a dès le départ, c'est notre manière d'être, c'est pas quelque chose qui peut changer. Par contre, le savoir-faire, lui, il peut évoluer. On peut accompagner quelqu'un, on peut le former, on peut le prendre en tutorat, il y a plein de choses à faire. Par contre, quelqu'un qui, dès le départ, n'a pas les valeurs auxquelles vous vous attendez, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il change. Les valeurs de départ, elles sont nos valeurs de départ. Par contre, le savoir-faire derrière, ça peut évoluer. Donc, parfois, prendre quelqu'un qui est très bon techniquement, mais qui, en termes de valeurs, n'a pas les mêmes que les vôtres ou n'a pas, en tout cas, celles pour lesquelles vous voulez que les valeurs attendues pour le poste en question, ça peut paraître compliqué. Et c'est pour ça que je pense que pour un recrutement, il ne faut pas nécessairement uniquement se focaliser sur des gens qui sont… après, ça dépend de l'urgence de la demande, hein. Mais si c'est des gens qui viennent postuler, qui sont déjà diplômés, le savoir-être, je pense que c'est un point qui est beaucoup plus important que le savoir-faire. Et puis, quand c'est des gens qui ne sont pas encore diplômés, si vraiment vous voulez accompagner quelqu'un vers ce métier-là, le savoir-faire, toujours, il va pouvoir l'acquérir, mais le savoir-être, ça ne changera pas. Donc, des fois, des bonnes personnes qui peuvent faire partie de votre entourage et qui auraient le profil pour ce métier-là, c'est intéressant ensuite de se rapprocher d'un centre. Et là, pour le coup, ça sera plus la partie de Mathieu d'expliquer comment ça peut se passer. Merci beaucoup, Flora. Franchement, c'est hyper intéressant. Et donc, ouais, c'est vrai que c'est important d'un peu anticiper pour pouvoir choisir une personne qui va correspondre à l'heure et au management que vous souhaitez lui appliquer. Là, on va passer à la partie plutôt financière. Donc, comment est-ce que vous allez pouvoir trouver des aides qui vont faciliter votre recrutement? Moi, je me mets à la place aussi des auto-écoles, hein. Quand on arrive à poser un recrutement comme ça et à poser ces questions-là pour choisir les personnes, c'est qu'on a des candidats en face de nous. Et pour avoir des candidats en face de nous, il faut en trouver, il faut avoir le vivier pour. Alors, j'ai envie de dire, la première source pour trouver du monde, c'est de parler autour de vous, c'est de faire fonctionner vos réseaux, de communiquer sur des anciens élèves. C'est d'aller chercher des gens qui vous connaissent et qui connaissent l'entreprise et que vous allez pouvoir intégrer en formation. Parce que pour le coup, s'il y a une auto-école derrière, il y aura un financement. On peut trouver un financement avec une auto-école qui protège un client, qui protège un stagiaire. Après, vous pouvez donc vous tourner vers le centre de formation de votre département ou de votre région pour savoir si ce centre de formation a des places financées par la région. Donc ça, c'est plutôt des places dites formation longue, une formation TP ou CSR complète qui dure 9 mois, 910 heures. Il faut savoir que sur le national, c'est impossible pour Pôle emploi de financer 910 heures. Généralement, Pôle emploi va jusqu'à 434 heures de financement. Il faut aussi faire une dérogation si on veut financer la moitié du titre, les 455 heures, chose qui est possible de faire. Donc, je vais faire simple, pour une formation complète, il faut se renseigner auprès du CFM. Si jamais, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que les centres de formation sortent un peu plus de moniteurs. Et pour sortir plus de moniteurs, il va falloir les sortir en CCP1, certificat de compétences professionnelles numéro 1, c'est-à-dire 455 heures. Moi, j'ai questionné Pôle emploi. On peut le faire financer par Pôle emploi avec une dérogation de CCP1 si la personne est inscrite à Pôle emploi, à un numéro de demandeur d'emploi, et a des droits pendant 4 mois et demi. On va pouvoir l'inscrire en CCP1. Il sera financé et sur sa partie salaire et sur sa partie formation. Sorti du CCP1, il sortira avec l'ATRE. Là, il faudra qu'il trouve une auto-école qui l'embauche, mais du coup avec des conditions favorables pour l'auto-école, dans le sens où il sera embauché avec une ATRE, donc il ne sera pas titulaire, il sera stagiaire, embauché en contrat pro ou alors sur un an, en CDD. Et là, il va travailler pendant
minimum 1 an avec vous, avec l'ATRE, et après, vous allez pouvoir faire un financement via Opcomobilité pour financer le CCP2, parce qu'il aura une expérience d'1 an. L'avantage de ce système-là, c'est que si le stagiaire tient 4 mois et demi avec nous au centre de formation, et puis 1 an avec vous en auto-école, et que vous le connaissez en plus au départ, alors ce n'est pas forcément un contrat pro, j'ai vu la question, ça peut être ça peut être un contrat en CDD ou en CDI, même en CDI, hein, c'est même plus simple en CDI. Démarrage de l'ATRE, vous envoyez votre contrat à la DDT, et du coup la personne est dans l'effectif de l'auto-école, et derrière, au bout d'1 an de métier, vous sollicitez Opco Mobilité qui va financer le CCPJ. Et là, pour le coup, on peut y arriver comme ça facilement pour sortir des stagiaires. Et si le stagiaire ne tient pas parce que le métier ne lui plaît pas, parce que ça ne plaît pas, et ben vous n'avez pas perdu d'argent parce que vous n'avez pas financé la première partie CCP1 qui aurait été financée par Pôle emploi, et parce que le stagiaire aura commencé par bosser pour vous. Ce qui est coûteux pour l'entreprise, c'est de payer un stagiaire qui est au centre de formation, mais pour le coup, si c'est un stagiaire qui vaut le coup, que vous avez gardé pendant 1 an avec l'ATRE, ben là, ça sera moins coûteux pour vous de le laisser en formation sur la partie CCP2. Donc, transition pro, je pense que vous connaissez, c'est l'ancien FONGECIF, donc c'est la reconversion professionnelle d'un salarié. Bon, ça, c'est en cas de reconversion professionnelle, le dossier est facile à monter, généralement, c'est facilité. Vous pouvez aussi solliciter Pôle emploi de secteur, donc il faut surtout se mettre en lien avec la personne qui s'occupe de votre numéro sirène de votre entreprise. Il faut que vous ayez le contact du Pôle emploi qui est près de chez vous pour solliciter les besoins. Vous allez faire remonter les besoins. Et si vraiment vous avez, il peut y avoir des enveloppes en AIF, en aide individuelle à la formation pour certains dossiers. Nous, sur Nancy, on en a très peu des AIF parce qu'on a l'appel d'offres région, donc c'est encore autre chose. Mais ça, c'est possible de le solliciter. Et puis, on peut aussi financer certainement quelqu'un qui a beaucoup de CPF, qui a 5 000 € de CPF. On peut financer la première partie du titre et commencer par financer une première partie pour après pouvoir repasser en ATRE et du coup repasser sur une formation financée via Opco Mobilité. Donc, pour résumer, la formation longue est dure à financer. Elle est finançable que sur des appels d'offres par région, donc solliciter les centres de formation. On peut faire fonctionner Opco Mobilité dans le cadre d'un salarié qui aura plus d'1 an de contrat, donc pour un CCP2, et aller chercher Pôle emploi pour financer un CCP. Il y a également Cap emploi qui peut aussi financer. Ok, Voilà. merci beaucoup Mathieu. Si jamais vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, on pourra y revenir à la fin. J'ai vu qu'il y en avait déjà eu quelques-unes. Mathieu, tu as pu y répondre au fil de l'eau. Et maintenant, dernière partie, ça va être sur les conseils que vous allez pouvoir donner pour que le recrutement soit le plus qualitatif possible. Alors, sur les besoins de recrutement, c'est vrai que moi, ce que je vois un peu sur le terrain, c'est que les auto-écoles crient quand elles n'en peuvent plus, quoi. Et le problème, c'est que les gens doivent faire 4 mois et demi de formation ou 9 mois de formation. Donc, il ne faut pas avoir peur de régulièrement mettre des gens en formation dans un centre de formation parce que vous n'êtes pas à l'abri d'une démission, vous n'êtes pas à l'abri de quelqu'un qui a envie de changer d'activité professionnelle. Donc, quand les plannings commencent à être bien remplis, il faut quand même anticiper vraiment 1 an à l'avance un éventuel besoin. Pour se donner du choix, quoi, surtout. Aujourd'hui, nous, pour 20 salariés, moi, je prévois à peu près entre 3 et 4 stagiaires par an. Parce que je sais que j'aurai des aléas qui vont faire qu'il y aura un turnover. Après, d'un point de vue pratico-pratique, c'est pas une science exacte le recrutement. Donc, quelqu'un peut paraître très bien et puis au fil du temps, ça se dégrade. C'est pas pour ça que Mathieu parle aussi d'aléas. Mais pour essayer de cadrer le truc au maximum, en tout cas, le mieux, c'est d'avoir déjà un premier entretien avec le dirigeant, si c'est quelqu'un qui est déjà diplômé. Ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on entretient avec l'équipe pour voir un petit peu si au niveau du caractère, ça pourrait coller. On n'hésite pas non plus à faire une partie pratique pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, la partie questionnaire, où nous, on a toujours une trace écrite de ce qui se passe, qui permet aussi de borner le recrutement un peu plus. Après, dans les échanges, il faut aussi, alors un truc qui est important, souvent, on a tendance à faire l'erreur d'essayer de recruter son double, entre guillemets. Et ça, c'est compliqué parce que dans une auto-école, les clients qu'on a, elles sont tous différents. Et parfois, une personnalité différente
peut correspondre à un autre type de profil. Donc, il ne faut pas forcément rester bloqué sur quelqu'un qui a exactement la même manière de fonctionner que vous, parce que clairement, ça peut aussi développer un autre public et ça peut plaire à d'autres personnes. On ne peut pas plaire à tout le monde, il y a forcément des élèves avec lesquels ça passe plus ou moins, et puis peut-être qu'avec une autre personne, ça passerait mieux. Et ça reste le lien social, donc ça ne s'explique pas forcément. Et pour le coup, il faut faire attention à ça, dans le sens où pas forcément recruter quelqu'un qui nous ressemble. La problématique en auto-école, c'est qu'on se croise. C'est-à-dire que la personne a 35 heures, l'autre a 35 heures, etc. On ne se voit pas souvent. Et là, pour le coup, Klaxo nous a permis de garder le lien, que ce soit entre l'administratif et les moniteurs, que ce soit voir les moniteurs qui étaient en surcharge ou pas en surcharge. Je suis retrouvé, moi, cette semaine, à aider mon moniteur moto parce que j'ai vu que ça ne sortait pas au niveau des heures circuit. Ça, c'était cool quand même parce que ça va super vite avec Klaxo. J'ai réussi, en me connectant via Klaxo, à prendre des places d'examen. J'ai eu les places lundi de cette semaine pour le 7 juin et j'ai appelé mon moniteur en même temps et on a remis des examens et les gens passent leur permis auto en moins d'une semaine. Vraiment, la communication entre les gens, c'est pas simple parce que là, quand vous êtes en N+2, il faut quand même que les gens qui soient dans votre voiture fassent le même travail que ce que vous êtes en capacité de faire si vous voulez garder l'énergie motrice pour pouvoir recruter, pour pouvoir augmenter vos entreprises, pour pouvoir évoluer. Et si vous embauchez quelqu'un qui vous sabote le travail sur votre propre clientèle, moi je comprends qu'après vous soyez échaudé et que vous n'ayez plus envie de recruter. Un salarié ne fait pas ce qu'il veut, il doit rendre des comptes et il doit travailler correctement avec votre clientèle. Donc Klaxo permet de structurer aussi les évaluations. Alors les évaluations en ligne en moto, c'est juste génial parce que ça nous fait gagner du temps de dingue et ça nous fait rentrer dans les clous et de respecter la réglementation. On peut brider pour respecter les temps de travail aussi. C'est vraiment bien qu'on puisse être aussi rapide. Donc voilà. Après, ce qu'on peut lui demander aussi, et ça c'est important, vous pouvez le faire, c'est demander le RIR. Le RIR, c'est le relevé d'informations restreint. Le relevé d'informations intégral, lui, pour le coup, vous ne pouvez pas le demander puisqu'il est personnel, mais le relevé d'informations restreint, vous pouvez le demander. Il est demandé d'ailleurs pour les assurances. Enfin, c'est quelque chose qui est transmis, c'est bien noté dessus, qu'il est transmis à tout tiers qui le demande. Il mentionne uniquement les catégories de permis obtenus, l'état du permis de conduire, donc valide, invalide, suspendu. Donc, vous n'avez que ces informations-là, ainsi que les catégories qui sont validées. Donc, celui-là, il est transmissible à l'employeur. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Sachant que ce document-là, pour l'obtenir, si vous ne savez pas où on l'obtient, il faut que vous alliez sur mes.permisdeconduire.gouv.fr. Ça prend 2 secondes. Vous créez un compte avec votre numéro de permis ou vous vous connectez avec France Identité. Vous avez votre RIR en 2 secondes. Vous allez dans mes documents, il y a télécharger mon RIR. Voilà. Et là, vous l'avez. Vous pouvez le transmettre en PDF à quiconque vous le demande. Enfin, ça, c'est important. Je pense que ça, c'est un truc qui ne se fait pas du tout en auto-école. Surtout dans les petites structures. La communication sur les job boards, alors ce qu'on appelle les job boards, c'est tous les réseaux sociaux typiquement liés pour le travail. Donc, ça va être LinkedIn, Indeed, enfin, tous ces réseaux-là. Communiquer là-dessus, franchement, c'est hyper important parce que déjà, ça montre que votre entreprise, elle est dynamique. Et puis, ça fait également du réseau, ça fait voir l'entreprise. Et c'est clair que communiquer sur ces types de réseaux-là, c'est même mieux, franchement, que Pôle emploi. Et donc, du coup, il ne faut pas hésiter à communiquer assez régulièrement, que ça ne soit pas forcément pour recruter quelqu'un, mais communiquer au sens large sur ces réseaux-là, que ça soit la réussite, que ça soit l'histoire de l'auto-école, que ça soit, je ne sais pas, une photo du jour, ce que vous voulez. Mais c'est hyper important. Sur les réseaux sociaux aussi, et puis à votre entourage. Parce que des fois, forcément, quand on veut recruter quelqu'un, il y a des gens qui pourraient totalement être de bons enseignants, mais qui n'avaient tout simplement pas pensé à ce métier-là. Donc, le fait de communiquer dans l'entourage, c'est plutôt bien. Nous, on a recruté dans l'entreprise que des gens en bouche à oreille. On n'a jamais recruté quelqu'un via Pôle emploi, pour le coup. On a toujours recruté grâce à la communication. Ça permet de donner des polyvalences à l'entreprise qui peuvent être utiles. Et c'est vraiment la force, je pense, du recrutement aujourd'hui. C'est que si vous avez du monde autour de vous qui est compétent des fois dans d'autres domaines, vous pouvez quand même assez aisément les faire rentrer en formation. Mais il faut aller chercher, encore une fois, Pôle emploi, Mobilité et le centre de formation de votre département. Merci. Du coup, s'il y en a qui ont des questions. J'en ai même 2. Je suis en création d'entreprise. Et il y a 2 choses qui me viennent à l'esprit. Et quel est le bon prix par rapport à la rémunération d'un nouvel enseignant? C'est un métier qui représente quand même pas mal de turnover. L'objectif, c'est aussi de garder ces employés-là. Comment on fait pour les fidéliser? Quels sont les axes d'amélioration concernant ça et le métier?
Le bon prix, j'ai envie de dire, le premier réflexe, c'est la convention collective. Convention collective, au minimum de la convention collective quand c'est quelqu'un qui débute, donc l'échelon 9. Parce qu'à partir du 1er janvier 2025, il y avait une histoire entre l'échelon 3 et l'échelon 9. Je la fais courte, mais les titres pro étaient échelon 9, les BPKZ étaient échelon 3, mais on pouvait embaucher quelqu'un pour être enseignant de la conduite d'une manière générale et mettre quelqu'un à échelon 3. Donc j'ai envie de dire, l'échelon 3 passe légalement jusqu'au 1er janvier 2025. À partir du 1er janvier 2025, ce sera tout le monde échelon 9. Donc pour moi, il faudrait mettre quelqu'un échelon 9 au minimum. Et vous regardez bien, vous mettez bien la fiche de poste et vous allez voir ça dans la convention collective assez facilement. Nous, dans notre département, après, ça se fait département par département. Moi, je ne suis pas trop pour augmenter les salaires coûte que coûte sans qu'il y ait de travail effectif derrière. Après, si c'est quelqu'un qui travaille correctement, il n'y a pas de problématique à être sur du 1 600 € net. Nous, on laisse les véhicules parce qu'on a des prises de services à domicile. Il y a aussi des avantages derrière. On a plutôt un management participatif dans le sens où, moi, si les 35 heures sont faites dans la semaine en respectant le droit du travail, ça ne me dérange pas. Donc, ils ont la main sur leur planning. Ça, c'est quand même confortable. Parce qu'on peut dire que l'auto-école ne gagne pas d'argent avec l'auto-école, mais moi, j'ai envie de dire, on en vit quand même, dans le sens où il y a beaucoup de métiers où, des fois, c'est du 1600 net avec une amplitude horaire qui est de 12 heures, 14 heures. On est obligé d'être présent là, mais on est payé que 7 heures. Quoi. Donc, il y a quand même des avantages à ce métier-là. Il faut que ce soit un métier passion parce qu'il y a des contraintes. Il faut que ce soit un métier où les gens sont réactifs parce qu'il y a une double tâche qui est nécessaire. Si quelqu'un se cantonne avec un élève dans une voiture sans s'occuper du copain ou sans s'occuper de l'administratif, ça va créer des couacs. Donc, à un moment donné, il faut que les gens acceptent de garder les liens avec les élèves. Ça, c'est vraiment important. Après, les salaires peuvent aller jusqu'à, selon la personne, selon la compétence, selon ce que vous estimez, selon le retour que vous avez. Nous, on est entre du 2006 et du 2003. Hein. Après, ça dépend. On ne parle pas pour du B uniquement. Pas pour du B, on est plutôt sur du 1850 pour du B, avec tous les avantages derrière. Ce qui est très compliqué en termes de salaire à répondre, c'est qu'il faut prendre l'ensemble. Le salaire, pour moi, ce n'est pas que ce qui est en bas à droite de la fiche de paye. Il y a également ce qu'on disait, l'avantage en nature avec la voiture qui va être laissée. Ça peut être la liberté dans son planning, ça peut être des primes, ça peut être. Il y a plein de choses en fait qui peuvent s'ajouter directement à un truc qui n'est pas fixe en bas à droite de la feuille. Liberté au poste, c'est important d'être autonome dans ce qu'on fait et je pense qu'on a un métier où on est tous bons dans ce qu'on fait, forcément parce que c'est nous qui le faisons. C'est très compliqué d'être dictateur, entre guillemets, d'avoir un management vertical en demandant à un moniteur, tu fais ci, tu fais ça, et de ne pas lui laisser de la marge pour que ses élèves soient reçus, pour les préparer comme il veut, comme il le souhaite. Merci. Et concernant la fidélisation dont je vous parlais, quels étaient, selon vous, les axes? Alors, je sais que ça s'écarte un peu du sujet qui est de côté de pouvoir conserver aussi son employé et ne pas le perdre pour des raisons qui seront seulement à juste titre liées au salaire. Il y a d'autres choses aussi à mettre en place, je pense, en interne. Pour ma part, le salaire, honnêtement, en termes de motivation, c'est ce qui est le moins efficace. Techniquement, toutes les études montrent qu'une motivation salariale liée à une augmentation ne dure que 6 mois maximum. Donc, 6 mois, ce n'est pas ce que j'appelle un poste sur du long terme. Donc, l'augmentation salariale, c'est une chose, mais il n'y a pas que. Typiquement, nous, quand on prend un nouveau, il a un salaire très bas pour commencer, parce que le but, c'est de voir dans un premier temps ce qui le motive. Est-ce qu'il est là parce qu'il y a le montant en bas à droite ou est-ce qu'il est là pour autre chose? Et après, nous, on organise beaucoup de choses. On mange ensemble les midis. C'est d'ailleurs souvent nous qui payons à manger le midi. On fait souvent des choses en dehors du boulot ensemble. On fait des activités. L'année dernière, à titre d'exemple, nous, on a un peu de chance, on a un bus. Donc, on est parti 3 jours avec toute l'équipe au bord du lac à Montreux pour faire une sortie entreprise. On fait beaucoup de team building. Donc, on fait des soirées. Quand c'est la galette des rois, par exemple, moi, je fais des galettes des rois, donc on mange ensemble. Il y a beaucoup de choses comme ça. Puis, on discute en dehors. Il y a un lien très, très amical. On a une ambiance très familiale dans l'entreprise qui fait qu'on a quand même des salariés qui sont là depuis… Nico, ça fait plus de 15 ans qu'il est là. On est là, on est tous là depuis longtemps. Ben, il a travaillé chez nous depuis le départ. On a toujours… c'est souvent les nouveaux, les stagiaires, en fait, qui des fois, restent pas parce que ça va pas, parce que c'était pas le métier qui leur plaisait, enfin voilà. Mais par contre, les salariés qui sont fixes chez nous, ils sont là depuis des années et c'est toujours les mêmes. On a même des salariés qui sont revenus. Ouais. Donc, j'ai envie de dire, en tant qu'employeur, il faut essayer de vivre l'instant présent. C'est pour ça que dans le business plan, il faut aussi que quand vous mettez des gens en formation, vous ayez un retour directement avec l'âtre au départ, c'est plutôt pas mal. Et puis après, il ne faut pas forcément attendre
vitam aeternam avec chaque personne. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, c'est bien de vivre le présent aussi dans votre, à la fois d'un point de vue business plan, à la fois d'un point de vue Relationnel. relationnel. Ouais. Moi, je sais que j'ai été, quand j'ai commencé, j'étais enseignante depuis mes 21 ans, donc j'ai commencé tout de suite, j'ai fait ce métier-là depuis le départ, et j'ai décidé de reprendre la fac en parallèle de mon boulot. Et je sais qu'à l'époque, moi, j'étais dans les Vosges, et mon patron était franchement super, quoi. Enfin, c'était vraiment plus qu'un patron, c'était presque un papa, quoi. Il était super paternel dans la relation avec les salariés, c'était super sympa. Et moi, j'ai toujours apprécié ce truc-là, c'est-à-dire que j'avais un salaire qui, honnêtement, quand j'ai commencé, bon, c'était il y a longtemps, mais j'étais à 1090 € net. Mais franchement, même pour 300 € de plus, je ne serais pas partie. Parce que en fait, il y avait cette relation qui était sympa. On allait manger ensemble. On faisait des sorties moto le week-end. Quand j'avais besoin d'aller à la fac, il me libérait une après-midi. Quand j'avais besoin de la voiture parce que j'étais coincée, il me libérait la voiture pour aller à Nancy avec à la fac. Enfin, j'avais plein d'arrangements. Par contre, moi, de mon côté, pareil. Quand il y a besoin de faire des heures sup, j'ai toujours dit oui. Enfin, et ça, je trouve que le côté, je suis serein dans mon poste, je me lève, je suis content d'y aller, j'aime bien les gens avec qui je travaille, c'est hyper important. Et c'est ça qui fait qu'on reste. Merci en tout cas pour le retour. Bonjour à vous tous. Je me présente Bonjour. donc Thierry Pic, je suis le président de Mobiliance du 13 et vice-président région PACA. Et j'ai comme Mathieu un centre de formation, un signal à la conduite. Alors, je réponds, c'est pour répondre un petit peu aussi. Les titres professionnels, outre le salaire, ce qui est terriblement important aussi, c'est que l'auto-école, elle subisse aussi un profond changement dans la formation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le métier des jeunes conducteurs, il y a aussi celui des actions de sensibilisation. Et quand on doit utiliser quelque part un enseignant de la conduite, à juste titre, au titre pro, et bien évidemment, comme l'a souligné Mathieu, un salaire déjà décent et qui serait le minimum de niveau 9, il faut en tout cas l'utiliser, il ne faut pas hésiter à faire des actions de sensibilisation. Beaucoup d'entreprises sont en demande. Très peu d'écoles de conduite veulent s'engouffrer dans la brèche des actions de sensibilisation. Je le rappelle, il n'y a pas que les auto-écoles et les employés de l'auto-école pour le Calliope qui doivent faire des actions de formation. Dans le milieu des entreprises, tous les 5 ans ou tous les 3 ans, tout dépend des conventions, les salariés doivent faire des actions liées à la sécurité, à l'hygiène, etc. Donc, ce sont des formations qui sont très bien rémunérées et c'est dommage qu'on n'utilise pas souvent le titre professionnel dans des actions de sensibilisation sur des demandes que les auto-écoles ne répondent pas. Et ça, c'est dommage. Alors, il faut aussi se rapprocher, Mathieu, je pense, sera d'accord, de centres compétents de formation de moniteurs, parce que l'ingénierie de formation, c'est pas donné à malheureusement, tous les centres de formation. Donc, c'est des compétences, c'est pas forcément un BFM qui peut non plus y répondre. Donc, c'est très important de se rapprocher, de bien discuter avec les centres sur des formations très efficaces sur ce domaine-là, notamment du CCP2. Voilà. Totalement d'accord. Merci à tous d'avoir assisté au webinaire. Merci à Mathieu et merci à Flora. Allez, bonne journée, merci aussi. Bon week-end à tous. 1, 2